Salam alaikum. Tout d'abord, je tiens à remercier vivement nos panélistes, tous experts, machallah, dans leur domaine et en e-santé. Et aussi, je suis ravie de constater la présence justement en force de notre diaspora, qui est toujours présente quand on fait appel à elle. Donc, le pays toujours dans le cœur. On ne les remerciera jamais assez pour signer présent. Et justement, je le fais pas seulement en mon nom, pas seulement au nom de mon équipe de Nafsiatech, ma start-up, mais aussi de tous les concitoyens avides de savoir justement et de connaissances. Et là, on ne saurait nous en passer de notre diaspora. Alors, pour ceux qui sont avec nous, qui nous ont rejoints, je me présente. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis docteur Jalila Al-Hali, psychologue spécialisée en cyberpsychologie et experte en e-santé mentale, donc cyberthérapie, cyberconsultation, etc. Donc, je suis aussi top 50 et top 30 des femmes en cybersécurité en Afrique et au Moyen-Orient dans son volet humain. Je dis toujours dans son volet humain, c'est la cybersureté. Et suis fondatrice et CEO de la start-up labellisée Nafsiatech, donc qui est, c'est-à-dire qui a comme slogan Tech Innovation, Training and Entrepreneurship in Mental Health. Donc, permettez-moi aussi de rappeler que ce panel 4, dont le titre est e-santé et e-santé mentale en Algérie, état des lieux, réalité et perspective, a été programmé en marge de l'organisation du marathon technologique féminin de l'innovation, qu'on a appelé She's in Tech Challenge. Donc, elle est dans la tech, elle n'est pas out pour les femmes. Alors, qui est sous le haut patronage du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie de la connaissance et des startups. Donc, en cette occasion, je remercie aussi Monsieur le ministre d'avoir fait confiance à notre start-up, pourtant émergente, ce n'est pas toujours le cas, mais il nous a fait confiance et justement organiser cet événement qui se voit inclusif des femmes de la communauté algérienne résidant en Algérie et à l'étranger. Donc voilà, je vous remercie tous. Je remercie aussi les participants qui sont avec nous, qui nous ont rejoints et qui vont essayer aussi de nous joindre dans les prochaines minutes. Et je passe la parole à numérique en santé et management, enseignant à la faculté de médecine Paris Curie et à la CNAM aussi. Donc, directeur d'établissement dans lequel il a été promoteur de la santé, télémédecine, robotique avec le robot PEP vulnérable, objets connectés, etc. Donc, tu travailles surtout avec les personnes du troisième âge, la vieillesse qui est, c'est-à-dire dans ta cible d'expertise. Donc, voilà, je te passe la parole pour modérer ce panel. En tout cas, merci Présidente, merci Docteur Rahali, qui sera consacré à la e-santé et à la e-santé mentale avec un état des lieux et perspective. Je voudrais tout d'abord insister sur le fait que ce webinaire s'inscrit dans un cycle d'autres conférences, prélude au Hackathon Challenge chez Zintech. Donc, bien entendu, ce Hackathon Challenge a été mis en place pour et créé essentiellement pour les femmes algériennes, entrepreneurs, qui sont porteurs de projets de start-up. Et nous souhaitons, au travers de ce challenge, créer une passerelle entre le monde de la santé, les femmes algériennes, médecins, aides-soignantes, professeurs, chercheuses, et bien entendu, l'idéal, une passerelle entre le monde des nouvelles technologies. Donc, place maintenant au webinaire et je vais donc demander au professeur Debah de se présenter en quelques mots et puis bien entendu faire sa présentation qui sera au demain. Professeur Debah.
Alors, enfin, merci Abdelaziz. J'avais pas tout compris ce que tu as dit. Enfin, je t'ai perdu dans la communication. Tu peux répéter? Oui, j'étais en train de dire, je vais le répéter, hein, qu'effectivement, ce cycle, cette conférence s'inscrit dans un cycle de plusieurs conférences jusqu'au lancement du Hackathon Challenge chez Zidintech, puisqu'il sera consacré essentiellement aux porteuses autour de la e-santé, aux chefs d'entreprise, aux chercheuses. Et nous souhaitons créer une passerelle entre le monde de la santé, où les femmes sont nombreuses, les femmes algériennes, hein, chercheuses, médecins, professionnels de santé, et nouvelles technologies et la e-santé. Et donc, bien entendu, tu es le premier à intervenir. Et si tu avais la gentillesse de te présenter rapidement, et puis de commencer ta présentation qui est autour de la thématique intelligence artificielle et santé. Très bien. Écoutez, premièrement, merci de l'invitation. Je suis très content d'être là. Bien que je passe mon temps à faire des Zooms toute la semaine. Je fais encore des Zooms le samedi. Ça commence à empiler le nombre. J'ai l'impression de vivre avec Zoom. Mais bon, en tout cas, je suis très heureux d'être là et je suis très content également qu'Abdelaziz, tu m'aies invité pour ce panel autour de l'e-santé et de l'IA. Donc, je ne suis pas un spécialiste on vous remercie chaleureusement. Merci. Donc, j'ai eu l'occasion d'échanger avec toi également Naftissia, Dr Hali, la dernière fois sur l'organisation du hackathon. Avant que je commence, je trouve que c'est une excellente initiative. Je pense qu'il y a très peu d'initiatives de ce genre qui sont organisées en Algérie. Et donc, j'espère que ce sera le point de départ d'à la fois de plein de startups qui seront identifiées, mais surtout des talents. Parce que j'insiste, une des raisons pour laquelle je participe aujourd'hui, c'est également parce que je pense que l'avenir de l'Algérie résidera dans ses talents. Et j'expliquerai pourquoi je pense que les talents avec l'IA, l'Algérie a une occasion de les saisir. En tout cas, en ce qui me concerne, donc, je m'appelle Marwan Debar, je suis professeur à Centrale Supélec et je dirige également la R&D de Huawei France, en particulier deux domaines importants. Je suis directeur en particulier de 2 laboratoires. Un autour de tout ce qui concerne les communications sans fil, qui est ce qu'on appelle le laboratoire mathématique. Le son est clair pour tout le monde. Une petite… on t'en prie, vas-y Marwan. Ouais. Et donc, le laboratoire de mathématiques algorithmiques qui tourne autour de la 5G. Donc ça, c'est une de mes premières spécialités. Et effectivement, la connectivité est extrêmement importante, et en particulier dans le domaine de l'e-santé, on en parlera. Et la 5G joue un rôle assez fondamental sur ça. Le deuxième segment également, et pour lequel je suis également un directeur de laboratoire, ça concerne le laboratoire Lagrange, qui concerne l'IA. Et donc, l'IA est également une de mes disciplines aujourd'hui sur lesquelles je travaille depuis un certain nombre d'années. Et donc, ces deux domaines-là, en particulier la 5G et l'IA, ont une importance assez cruciale, à mon sens, sur l'e-santé. En particulier, la 5G, si on regarde les évolutions des télécoms, ça s'est fait principalement à travers la volonté de connecter principalement les hommes, puis aujourd'hui la connexion des objets. Et cette transition vers la connexion des objets est effectivement ce qui va faire que l'e-santé va décoller. On voit bien aujourd'hui le potentiel qu'il y a de tout numériser, le potentiel de tout connecter avec des capteurs et de pouvoir effectivement en temps réel ramener cette information, la traiter. Et nous avons déjà des exemples aujourd'hui, en particulier puisque je travaille pour un groupe chinois autour de ça, sur l'exploitation de la 5G dans les hôpitaux chinois. Un exemple très simple, on a travaillé à la fin de l'année dernière, en février, énormément avec mes collègues chinois, en particulier sur l'établissement d'un hôpital à Wuhan. Et il faut savoir que l'hôpital de Wuhan a été mis en place en 10 jours. Alors bien sûr, il y a l'immeuble, c'est important, mais l'infrastructure a été très importante. Et l'infrastructure a été très importante, on n'a pas déporté les médecins. Il faut savoir que beaucoup de médecins qui faisaient de la consultation étaient basés à Pékin ou à Shanghai pour des raisons où on ne comprenait pas bien la maladie et on avait effectivement peur de mettre tout le service, hospitalier en contact avec les gens malades. Et donc, on avait mis tous les spécialistes à Shanghai et à Pékin et beaucoup des consultations se faisaient à distance et dans les hôpitaux. Et ça, effectivement, toute infrastructure a été développée avec une infrastructure 5G. Et comme on le sait, la Chine a été très en avance sur le déploiement de la 5G, c'est ce qui nous a permis de le faire. Deuxième aspect également très important sur lequel je travaille, c'est l'IA. Et donc l'intelligence artificielle, aujourd'hui tout le monde en parle. Je pense que très peu savent ce que c'est, pour la simple raison que globalement, on fait des PowerPoint dessus,
Je préfère un cours autour de cela, mais ce n'est pas l'objectif. Il faut savoir effectivement que c'est une grosse révolution qui est en cours aujourd'hui. Et c'est une grosse révolution principalement drivée par les capacités de calcul. Quand je dis capacité de calcul, à savoir aujourd'hui, ce qui a fait l'intelligence artificielle n'est pas quelque chose de nouveau. Hein, ça date des années 50, donc c'est très très loin. Hein, ce n'est pas quelque chose de nouveau. On a connu effectivement des progrès d'intelligence artificielle au fur et à mesure du temps, en particulier dans les années 80 avec les systèmes experts. Mais depuis 2008-2009, ça a connu une explosion assez énorme pour les capacités de calcul. À savoir que les semi-conducteurs, et on voit aujourd'hui la crise mondiale, si vous regardez un peu l'actualité, s'il n'y a plus de semi-conducteurs et globalement il y a une crise mondiale et il y a géopolitique derrière, c'est principalement aujourd'hui, pas parce qu'on fait des maths un peu mieux, pas parce que globalement on a plus de données, mais principalement dû au fait que les capacités de calcul deviennent en fait le nerf névralgique de tout le système qu'on a mis autour de l'IA. Alors, le potentiel de l'IA est assez important, plus que l'idée globalement de cette IA, bien qu'on regarde aujourd'hui un segment bien particulier qui s'appelle les réseaux de neurones. C'est un sous-segment de ça. Ça tourne autour de ce qu'on appelle de l'apprentissage profond. En anglais, on appelle ça le deep learning. Et aujourd'hui, effectivement, on est capable, dans certains segments, en particulier le traitement de vocal et l'imagerie, de remplacer l'homme. Et l'imagerie, on le sait bien, dans le niveau de la santé, c'est extrêmement important. Plus globalement, la détection automatique de verrues, la détection automatique d'un certain nombre de cancers, etc., de poumons, etc. Et la lecture de ces documents-là peut se faire de manière automatique. Ça, c'est le premier segment de l'IA. Le deuxième segment de l'IA, à part la détection, c'est également de proposer également des solutions. D'accord? Et donc ça, c'est là où c'est fabuleux, à savoir qu'on est capable aujourd'hui de remplacer sur certains segments l'homme, puisqu'on a plein de cas qui ont été traités par le passé, on a plein de solutions qui ont été données par des médecins dans le passé, et on arrive effectivement par classification pour un nouveau cas donné, de soit redonner la solution si c'est un cas qui a été déjà déterminé. Là, il n'y a pas trop d'intelligence, puisque c'est ce qu'on appelle la classification. Vous allez uniquement revoir si ça a été fait. Et si ça n'a pas été fait, l'intelligence artificielle arrivera par extrapolation, donc on appelle ça tout simplement de la régression, à vous fournir une solution nouvelle, potentielle, au problème qui a été déterminé. Et donc là, effectivement, il y a un facteur énorme de progrès qui peut se faire et d'automatisation, et en particulier dans les secteurs, en ce qui nous concerne en Algérie, ça devient important, puisque dans beaucoup de cas en Algérie, en ce qui nous concerne, il y a déjà un diagnostic préliminaire à faire. Et ce diagnostic préliminaire à faire est extrêmement important et qui pourrait se faire par l'intelligence artificielle. Donc voilà les deux segments rapidement assez importants. Je parlerai ensuite du cas algérien qui m'importe énormément aujourd'hui et de comment je vois aujourd'hui l'IA et l'Algérie, et en particulier les jeunes talents, peuvent s'insérer dans cette mouvance et dans les secteurs, à mon avis, pour les startups sur lesquels il faut investir. Parce que toujours est-il, en Algérie, il ne faut pas se leurrer, on a un tissu d'écosystème assez pauvre aujourd'hui autour des semi-conducteurs et du computing, donc il ne faut pas se leurrer, hein. Ce n'est pas ça qui va nous arriver. On a effectivement un segment de données assez riche, mais qui n'est pas globalement bien, je dirais, cloudifié, stocké, etc. Donc, il y a un effort à faire. Et le troisième segment, là où je pense que l'Algérie peut le faire, c'est les talents. Et les talents au niveau du Graal de l'IA, qui est les mathématiques. On en parlera après parce que je pense que l'école algérienne est très forte. Et il y a eu deux initiatives assez importantes qui ont été faites récemment en Algérie d'ouverture d'écoles de mathématiques. J'ai été contacté récemment pour donner mon avis autour des mathématiques et l'IA. Et je pense que c'est le point de départ d'une bonne initiative de créer deux grandes écoles et deux grands pôles en Algérie autour des mathématiques et l'IA. Et là, je pense qu'on peut effectivement avoir un impact petit, mais déjà un impact. Ben justement, Merwan, une première question, et tu as bien fait de parler de cette fameuse école de mathématiques. Elle va sûrement susciter de l'engouement. Et quel conseil tu donnerais justement aux jeunes apprenants algériens en la matière? Parce que effectivement, on se plaît à dire que les mathématiques est la science du pauvre. Il suffit d'un stylo et d'une feuille. Et c'est vrai que nous avons beaucoup de jeunes talents. Et donc, quels sont les conseils que tu donnerais en la matière? Et je vais même aller. Vas-y, je t'en prie. Oui, alors, bon, moi je suis mathématicien à la base et il faut savoir que l'école algérienne a toujours formé de très bons mathématiciens.
Comme tu le disais, c'est un peu la science du pauvre. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de beaucoup de choses pour savoir calculer et faire des mathématiques et surtout la capacité d'abstraction. L'école algérienne des années 70 jusqu'aux années 80 a été assez excellente, à mon sens, en mathématiques avec des gens qu'on a formés et qui ont réussi sensiblement à l'étranger. Et donc, tous ceux qui ont été formés dans les écoles algériennes, on le voit bien, ont eu ensuite des postes assez fabuleux. Maintenant, si je reviens maintenant sur les mathématiques et l'IA. L'IA repose sur 3 segments. D'accord ? Le premier segment, c'est la capacité de calcul. L'Algérie, elle est nulle dedans. Deuxième segment qui est extrêmement important, c'est les données, le big data. D'accord ? Là, l'Algérie en a, disons, c'est le pétrole qu'on peut avoir dans les années à venir. Mais là, globalement, on n'a pas les capacités aujourd'hui d'archivage, de stockage, de cloud. On n'a pas aujourd'hui les structures qui ont été développées pour le faire. Je sais qu'aujourd'hui, le gouvernement prend ça sérieusement, mais aujourd'hui, toujours est-il qu'on n'a pas aujourd'hui aucune, je prends même les journaux aujourd'hui en Algérie, les journaux aujourd'hui ne stockent pas ou n'ont pas leur site web sur des serveurs algériens. Pour la simple raison qu'on a des problèmes de ce qu'on appelle de service ou de hotline. Si le serveur tombe en panne, ce serait très risqué pour toi de mettre ton site web et que tu n'aies pas globalement le process qui suit. Donc, on a effectivement un gros problème aujourd'hui de suivi et de s'assurer que ce qu'on a fait a été backupé, que ce qu'on a fait, il y a un suivi, qu'il n'y a pas de coupure de courant, etc. Et sur lequel tu ne vas pas mettre pour une start-up l'ensemble de ces données et de ces capacités de calcul sur des architectures qui ont été mises en place. Et je pense là, mais là, globalement, je pense à un effort qui peut se faire. Je m'explique. Les semi-conducteurs, c'est des investissements de milliards d'euros, oublie. D'accord ? C'est impossible. Sur la partie, disons, architecture, c'est un effort plutôt de discipline, c'est un effort plutôt d'investissement, c'est un effort plutôt d'expertise qui peut se faire et sur lequel on peut décider d'héberger globalement à la fois nos données de toute santé des Algériens, à la fois également d'archiver ces process pour que ça se devienne simple, tout comme dans certains pays, en particulier des grands pays, ont sur leur santé de grosses structures. Bon, je prends le cas de la France qu'on connaît bien tous ici, mais également aux États-Unis, de grosses structures pour pouvoir archiver et avoir effectivement des données disponibles. Le troisième segment, c'est effectivement les mathématiques. D'accord ? Et globalement, je dirais aussi, ça ne sert à rien pour un pays d'être très bon dans un et d'être nul dans un autre. Tu ne seras pas bon dans l'IA. Il vaut mieux être moyen sur les trois, d'accord ? À savoir avoir des capacités de calcul, avoir un petit peu de structure de données et être moyen en moite et être un outlier en mathématiques et les deux autres sont bons. Mais toujours est-il, comme on n'a pas le choix, globalement, je pense que c'est là aujourd'hui où il faut débuter et acculturer un peu nos jeunes autour de ça. Maintenant, en mathématiques, il y a des progrès assez importants à faire aujourd'hui au niveau de l'IA, en particulier au niveau des algorithmes. Et les algorithmes, globalement, on a une capacité en Algérie de les faire et de développer. Ces écoles-là, je pense, permettront d'attirer les talents. On a eu un côté un peu élitiste avec un certain nombre de lycées en Algérie, un certain nombre d'années où on a eu les meilleurs élèves en mathématiques. Je pense qu'il faut continuer à pousser ça et arriver à pousser les jeunes à rentrer dans ces filières. Parce que dans les années 2030, soyons clairs, 2025, on n'a pas besoin d'aller si loin, le métier autour de l'IA seront les métiers qui vont exploser et sur lesquels, effectivement, il y aura un appel d'air pour essayer de fournir, effectivement, un certain nombre de data scientists. Aujourd'hui, on n'a pas assez d'étudiants mondialement qui arrivent à fournir ces filières-là. D'accord ? Et en Algérie, c'est encore pire, puisque globalement, on a besoin de fournir des gens qui sont capables de mieux comprendre ces domaines-là, de mieux coder avec les langages existants et de pouvoir utiliser toutes ces structures-là. Et donc, je pense qu'il y a un effort à la fois de formation, d'accord, donc d'école. Il y a également un effort de formation des professeurs, il ne faut pas se leurrer aussi. Ça a été le cas aussi en France un certain nombre d'années où les profs, dans les écoles assez prestigieuses, je prends Centrale Supélec que je connais bien, ils ont dû mettre à niveau un certain nombre de professeurs parce que c'est un domaine assez nouveau. On ne reprend pas les cours, on a des profs qui étaient là un certain nombre d'années. Leur demander de rechanger et de remettre leurs cours à zéro n'est pas quelque chose de facile. Et donc, un effort effectivement d'ouverture de filière et de mettre ces gens-là. Et ensuite, il y a un écosystème à développer culturellement. Je finirai par ça. Et je pense que ce qui est organisé aujourd'hui, très bien. L'histoire du hackathon qu'on veut développer à travers cette série-là aujourd'hui est important parce qu'il y a également un état d'esprit en termes de challenge, en termes de hackathon, etc., pour essayer d'initier les jeunes à se côtoyer, à se mettre autour de ça. Justement, merci beaucoup, Merwan, pour
cette présentation. Alors, dernière question, alors juste pour les panélistes et puis pour les participants, nous poserons vos questions à la fin de toutes les présentations. Hein, comme ça, alors bien entendu, il n'y aura aucune question qui n'aura pas de réponse. Et ceux qui ne pourront pas recevoir de réponse, on les enverra par mail. Alors, en tout état de cause, j'ai bien compris, et merci Merwan, que nous sommes dans un beau cycle. Et tu as répondu à ma deuxième et dernière question, c'est qu'effectivement, la santé de nos concitoyens nous préoccupe tous. Et bien entendu, l'intelligence artificielle peut être une des solutions d'une prise en charge rapide et surtout pour le plus grand nombre. Hein. Alors, et ça permet un champ des possibles, des perspectives pour nos étudiants. Et j'ai bien compris que la formation, ça passe par la formation, la création d'un écosystème. Mais vois-tu autre chose pour intéresser davantage nos jeunes justement sur cette thématique de la e-santé? Okay. Alors, avant que je réponde à cette question, je tiens à revenir sur le point d'avant. Il y a deux segments sur lesquels il faut investir. C'est à la fois la partie, disons, IA, comme on a parlé de capacité d'écosystème, mais également, il faut la structure je dirais, de connectivité qui permet de connecter tout ça. Et donc, il y a un effort à faire au niveau des investissements parce que globalement, on aura besoin de transmettre ces informations à des endroits où on fait ce genre de trucs. Et globalement, il y a besoin effectivement de développer alors de la 4G, de la 5G. On pourra en parler. Ensuite, c'est des détails techniques. Mais globalement, il y a une importance de couverture du territoire pour assurer la digitalisation. Et je pense qu'il y a un effort à faire de ce point de vue-là. On sait les problématiques en ADSL de connexion que les Algériens ont et sur lequel on ne peut pas développer des hôpitaux, on ne peut pas développer des infrastructures distribuées sur lesquelles on peut faire. Ça, je n'en ai pas trop parlé, mais j'insiste sur ça parce que les gens ont l'impression que l'infra, c'est quelque chose de donné, mais ça ne l'est pas. Donc ça il faut le voir sous cet angle-là, sachant qu'il faut savoir que l'Algérie a fait un effort immense ces dernières années de fibre optique. Il faut savoir qu'il y a énormément de fibre optique qui a été déployée partout en Algérie, d'accord? Et donc, il y a eu des investissements assez importants, mais les usagers ne le voient pas. Pourquoi? Parce que le last mile de couverture en sans fil, etc., on ne le voit pas encore. Et je pense qu'il y a encore un effort de pouvoir connecter en sans fil parce que dès que tu feras de l'IA avec des capteurs, etc., tu mélangeras tout ça. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire autour de ça. Maintenant, pour les jeunes, comme tu disais tout à l'heure, au niveau des formations, aujourd'hui, quand je prends les jeunes qui s'intéressent à l'IA, en général, la première chose sur laquelle ils sont intéressés, c'est l'informatique. D'accord? Avant les maths. Il faut le savoir que culturellement, ça se passe comme ça. En général, les gens prennent un ordinateur, ils commencent à faire tourner des routines existantes. Donc, il y a déjà un premier effort parce que le premier axe, c'est un ordinateur. Parce que même si on parle de maths, il te faut un ordinateur, etc. Là, je pense que l'informatique en Algérie a eu, et le CIRIST a joué un rôle important comme grosse structure qui a développé l'informatique en Algérie dans les années 90. Je pense que c'est quelque chose de très bien. Je pense qu'il faut encore augmenter ça. On n'a pas encore assez de jeunes sensibles à tout le côté informatique, à coder dès qu'ils sont jeunes, à un âge très tôt. Il y a beaucoup d'Algériens qui le font de manière seule, d'accord, mais que ce soit dans l'enseignement conçu dès le départ comme une discipline avec un effort qui est fait de fournir un petit peu, pas tous les Algériens avec un ordinateur, mais dans les écoles, qu'il y ait quelques séances où les gens s'acculturent. Parce que le deuxième étape, une fois que tu as compris comment marche un ordinateur et que tu l'utilises, là, tu vas commencer à concevoir dans ta tête des algos qui vont permettre effectivement de coder et d'avancer dessus. Mais la première sensibilisation en général, c'est d'arriver de toucher un ordinateur, de regarder ce que c'est qu'un programme, d'apprendre un langage de programmation. Et je pense que là, il y a un niveau à monter un petit peu pour le faire. Ensuite, il y a un choix à faire aussi. Et ça, je pense, ce n'est pas de mon ressort, mais on pourra en discuter. Il y a ensuite un choix, soit c'est un choix de massification, si tu veux, au niveau de l'IA en Algérie, ou de construire une école élitiste autour de l'IA. Ça, c'est ensuite un choix si tu veux, de programme à faire. Et certains pays ont fait des choix différents. Il y a des pays qui ont décidé d'avoir un niveau global moyen pour tout le monde pour monter en ça. Et il y a d'autres pays qui ont fait le choix, au contraire, d'avoir une élite, d'accord, extrêmement bonne. Je prends le cas de la France, même si on en parle beaucoup. La France n'est pas dans une massification. Elle est très élitiste. Quand tu vois, il y a un certain nombre, si tu veux, d'élites qui maîtrisent et qui avancent dans ça, mais la moyenne est très en retard, d'accord.
tu as d'autres pays, en particulier nordiques, qui seront plutôt, si tu veux, sur une volonté de massification et de monter en gamme. Et je pense que ça aussi, il faut voir comment on peut y aller. Et ça dépend en fait de ce que j'appelle les quick results. Ce que j'appelle les quick results, c'est que quand tu avances dans ce genre de truc, soit tu attends 10 ans avant de faire monter en gamme, etc. Soit tu arrives en ce que j'appelle les quick wins. En 2-3 ans, tu vois déjà qu'il y a des choses qui se passent. Tu vois déjà qu'il y a des gens qui gagnent des prix, tu as des gens et ça crée une émulsion. Et donc, ça, c'est deux stratégies différentes quand tu engages la jeunesse. C'est soit tu décides d'avoir un quick win et donc en 2-3 ans, investir sur quelques personnes clés, quelques lycées clés, quelques universités clés et les pousser, leur donner tous les moyens pour qu'elles montent et que ça devienne visible. Et d'un seul coup, ça va créer une émulsion. Soit tu décides au contraire de poser à plat tout et d'avancer. Et donc, ça, c'est des stratégies très différentes que des pays ont fait, d'accord, et sur lesquelles on peut avancer. Et la même chose, voilà, je terminerai juste que la programmation, là où on l'oublie, d'accord, il y a les maths, mais la première chose qu'un enfant sur lequel il est sensible quand il commence dans ce domaine-là, c'est un ordinateur. Et je pense que ce qui manque en Algérie aujourd'hui, c'est d'en mettre en place dans les programmes le plus tôt possible, en descendant dans les années. On peut en parler, il faut le faire à 7 ans, il faut le faire à 10 ans, il faut le faire à 11 ans, 12 ans, on peut en parler, sur lequel il faut déjà que s'insère cette culture d'un langage parlé, qui est un langage parlé dans les langages de programmation qui sont connus, c'est du C, C++, et ainsi de suite, et sur lequel, Python, pour l'IA, sur lequel les gens sont sensibles. Merci beaucoup, Merwan, pour cette excellente présentation. Ce que nous retiendrons, c'est en Algérie, éviter la fracture numérique, même si j'en suis l'un des fervents spectateurs, on oublie que l'Algérie est l'un des pays en Afrique, après l'Afrique du Sud, les plus fibrés. 2, qu'effectivement, je suis d'accord de créer cette culture de l'IA, de l'informatique en général, dès la prime jeunesse, dès l'enfance. Et moi, je dirais, bien entendu, puisque c'est aussi l'objet de ces webinaires, de nous adresser aussi à la moitié de la population algérienne, que sont les femmes algériennes, puisqu'il faut aussi penser à elles, à les sensibiliser, à les motiver pour ce qu'on appelle mettre en place cet entrepreneuriat féminin que notre ami Mohamed Adem va nous présenter, puisqu'effectivement, il nous fera une présentation sur l'entrepreneuriat donc féminin dans la e-santé, avec un état des lieux et des perspectives. En tout cas, merci beaucoup, Merwan. Oui, Merwan, je t'en prie. Un dernier point, et je laisserai parce que je parle trop, sur lequel j'insiste. Quelque chose également que je reproche beaucoup en Algérie, c'est qu'on souvent, on ne voit pas les talents qu'il y a en Algérie déjà. Moi, je suis sollicité souvent sur des choses et je réfère à des gens que je connais en Algérie. Et vous n'avez pas… Vous avez l'idée, mais globalement, du potentiel en Algérie, des profs dans les domaines dont je parle, etc. Et je pense qu'il y a, et on le voit également en médecine, dans tous les domaines, souvent on va aller voir ailleurs en se disant, bon, parce qu'il est à l'étranger. Moi, souvent, je n'ai pas plus de conseils à donner que de collègues que je connais en Algérie qui sont très bons dans les universités algériennes. Et donc, je pense qu'il y a aussi ce côté-là à bien gérer, qui est un potentiel déjà de gens formés, parce que moi, j'ai été formé dans une école algérienne, certains d'entre vous ont été le cas. Ces gens-là ont décidé soit de partir, c'est mon cas, d'autres sont restés. Et ces gens-là étaient aussi bons que moi dans ces domaines-là. Et donc, souvent, je dis, mais il est là-bas. Et effectivement. Et je pense qu'il y a également un effort à faire de mieux cartographier le potentiel et d'utiliser ces ressources-là qui sont là. D'accord ? Les meilleurs ne sont pas à l'étranger, ils sont déjà en Algérie, quoi. Absolument. Voilà. Merwan, tu sais, l'Algérie est elle est composée des Algériens de la communauté nationale installée à l'étranger, dont tu es un représentant, et aussi de la communauté, je dirais, des autochtones. Et bien entendu, je suis persuadé, et tu as raison, que l'osmose de ces deux communautés feront que les talents seront vite identifiés. Et merci beaucoup, Merwan, pour ta présentation. Je vais demander maintenant au docteur Mohamed Adem Selemnia de nous faire cette présentation de l'entrepreneuriat féminin dans la e-santé, qui laisse aussi entrevoir qu'il a des véritables talents, et qu'il ne demande qu'à éclore. Et je me rappelle de l'échange que j'ai eu avec Mohamed Adem. Ils sont nombreux dans la santé, je vais citer la présidente, la PDG de Saïdan, qui est une femme, rappelons-le, d'autres professeurs éminents, je pense au professeur Chantil, et ce que je veux dire par là, et de chercheuses. Donc, je remercie donc Mohamed Adem de nous faire cette présentation très attendue sur l'entrepreneuriat féminin dans la e-santé. Et puis, tu as
Alors, 20 minutes, mon cher Mohamed Adem, hein, donc pour pouvoir faire cette présentation. Et puis, eh bien, c'est à toi. Merci, bonjour à tous, salam alaikum. Écoutez, encore une fois, merci de m'avoir invité et puis de me retrouver au milieu de personnes remarquables que j'ai eu l'occasion de rencontrer, que ce soit l'exemple de Merwan, mais aussi de noms ici que je retrouve ici dans la liste des participants. Alors, avant de partager mon écran, évidemment, bon, ce n'est un secret pour personne, c'est vrai que c'est difficile quand même pour les femmes de s'engager dans notre domaine, même si elles sont brillantes et on le verra par la suite. Et moi, mon propos n'était pas tellement de présenter mon parcours. Je pense qu'en consultant Google, que ce soit pour chacun d'entre nous, on a déjà une bonne image, mais plutôt d'essayer de voir comment, en tout cas parmi celles qui sont présentes au moins, si on arrive à l'engager au moins une de celles qui sont présentes dans cette voie et de réussir qu'elle soit convaincue d'aller s'inscrire dans ce challenge She's in Tech de Hackathon et surtout qu'elle soit rassurée par le fait qu'il existe maintenant un début d'écosystème et qui sera bienveillant à son égard et qui essaiera de la porter, nous-mêmes étant dans la e-santé, ceux qui sont là, je crois qu'on aura réussi. Alors, en préambule, l'Algérie, elle s'est construite avec des hommes remarquables, mais elle s'est aussi construite avec des femmes remarquables dans son histoire. Évidemment, on pourra tous revenir sur le rôle d'une Hasiba Bouali, le rôle d'une Jamila Bouired, d'une Zora Drif Bitat. C'est elles aussi et beaucoup qui ont fait l'Algérie. Et je crois qu'il fallait au moins commencer par le dire et que si, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Oui, oui, c'est parfait. C'est parfait, Mohamed Adem. Attendez, je vais oui, on voit bien. Agrandir. Tac, où est-ce que je peux me mettre en affichage mode plein écran. Alors, ça s'affiche bien? Oui, très très bien. C'est parfait. Alors, donc effectivement, donc si ces femmes qui sont encore là, pour celles que je viens de citer, et qui ont fait l'Algérie, il y en a encore beaucoup, évidemment, qui sont derrière, qui ont déjà eu des rôles importants et d'autres qui vont venir. Donc moi, effectivement, mon propos était plus d'essayer de me dire, de m'emparer de cette question aujourd'hui, de me dire, effectivement, où est-ce qu'on en est en Algérie sur cette opportunité, dans le domaine de la e-santé. Et alors, bon, comme la plupart des gens qui sont à l'étranger, des Algériens de l'étranger, nous avons une dimension algérienne forte et nous avons aussi une dimension maghrébine forte. Et je crois que ça, il faut aussi le signaler. Excuse-moi, Mohamed Adem, on ne voit pas ton partage. On le voyait, on ne le voit plus. Ah, s'il te plaît. C'est curieux parce que moi, il me dit que reprendre le partage. En fait, je pense que vous partagez une fenêtre et quand vous avez mis la fenêtre en grand écran, donc ça a changé. Donc, partagez votre écran en entier. C'est ça. Alors, je te rappelle, Mohamed Adem, qu'on a des spécialistes en informatique. Oui, mais je… Voilà la réponse. Voilà, mais je ne suis pas un grand fan de Zoom. Je préfère utiliser Webex et vous saurez pourquoi. Il n'y a pas de souci. Vas-y, Mohamed Adem. Alors… Voilà, très bien. Très, très bien. Là, c'est parfait. Ça va. Donc, pour avancer, donc effectivement, je vous disais qu'on a des grandes femmes et il faut maintenant regarder ce qu'est l'Algérie aujourd'hui. Et l'Algérie aujourd'hui, ça a été rapporté très récemment dans une publication de l'UNESCO, c'est que l'Algérie aujourd'hui a le plus haut taux de femmes diplômées dans les technologies au monde, en tout cas sur les pays qui font partie de l'UNESCO. Les États-Unis et Israël s'étant retirés de l'UNESCO à cette date, en tout cas les États-Unis y reviennent, mais c'est le plus haut taux de femmes diplômées au monde et c'est quand même assez rare de signaler que bon, voilà, quand l'Algérie occupe les hauts du panier, et là c'est grâce aux femmes. Et je pense que c'est déjà une belle façon de commencer le propos. Donc, ça, c'est pour vous donner un petit peu cette publication que vous pouvez retrouver sur le net. Effectivement, donc, en ingénierie et dans les TIC, donc, on a une proportion de femmes très importante, mais vous voyez
qu'on a des proportions qui sont extrêmement importantes pour les autres domaines. Et j'ai mis en bleu en exergue la santé et les services sociaux, parce que c'est plutôt le thème qu'on va traiter aujourd'hui, où on est aujourd'hui, donc en termes à plus de 70%, et dans l'ensemble des chercheurs donc du domaine de la santé, elles représentent 60%. Donc les femmes sont en nombre et à un nombre supérieur aux hommes. Pour autant, il y a un plafond de verre donc, qui n'est pas propre à l'Algérie. Ces femmes-là donc, avancent bon an mal an dans leur carrière, mais vous voyez qu'il y a une forte attrition et qu'on ne retrouve que 20% des femmes dans les catégories de recherche les plus élevées. C'est un peu mieux en Europe. Et l'attrition est un peu meilleure en Égypte, où elles sont encore 35%. Mais en Algérie, on atteint très rapidement un plafond de verre, et je crois que c'est une problématique qu'il faut s'attacher à résoudre. Alors, je pense qu'en filigrane, Merwan avait signalé en tout cas ces personnes. Effectivement, on a des Algériens brillants en Algérie. On a des brillants qui sont partis et qui nous ont inspirés. Il se trouve que là, bon, nombre d'entre eux sont des gens qui ont fait leur parcours aux États-Unis, mais évidemment, il y a de gens très brillants qui ont fait des parcours en France ou ailleurs, en Allemagne. Enfin, ceux-là sont, on va dire, iconiques de l'Algérie. Cependant, on parle un peu moins des femmes brillantes d'une autre génération parfois, qui elles aussi ont fait des parcours tout aussi remarquables, que ce soit Soraya Melali, qui a été quand même directrice exécutive à la Banque africaine de développement, donc un poste à très haute responsabilité au niveau international. Nabila Ranim, qui est une astrophysicienne au CNRS, directrice de recherche. Myriam Merad, qui a son propre laboratoire, le Merad Lab, au Mount Sinai School of Medicine aux États-Unis. Wassina Mouri, qui est devenue vice-présidente de l'Union internationale des sciences géologiques et qui est à Johannesburg. Alors elle, contrairement aux hommes que j'ai cités, elle parcourt la planète. Et donc, ce sont des femmes remarquables parce qu'effectivement, si les uns ont ouvert la porte qu'on leur avait donnée, elles, là, comme dit le Aziz Seni en France, l'ascenseur était en panne, elles ont pris l'escalier pour arriver dans les plus hautes marches. Exactement. Sur le continent africain, on est quand même, maintenant je reviens sur, après avoir posé le cadre donc, du fait qu'en Algérie on n'avance pas, mais ce n'est pas parce que les femmes ne sont pas brillantes, elles le démontrent à l'étranger. On va revenir maintenant un peu plus dans le vif du sujet sur la partie santé et glisser vers la e-santé. Et en Algérie, en fait, on est un pays très bien positionné sur le continent africain. On a une démographie médicale, c'est-à-dire que le nombre de professionnels de santé en Algérie, en particulier des médecins, extrêmement élevé. C'est le deuxième pays en termes de contingent de médecins en Afrique. En termes de marché pharmaceutique, c'est le deuxième marché pharmaceutique d'Afrique, donc une disponibilité des médicaments. Évidemment, rupture, prêt, etc. Mais c'est vrai dans de nombreux pays. C'est une industrie qui est jeune, qui est en construction, mais globalement un marché très important. Et surtout, on le sait un peu moins, mais l'Algérie, c'est le premier pays en année de vie en bonne santé du continent africain. Alors, effectivement, il y a encore quelques années à récupérer pour se rapprocher des meilleurs pays qui sont en Asie ou en Europe du Nord. Mais il y a donc globalement des signaux positifs quant au domaine de la santé en Algérie. Alors, le domaine des technologies, donc, comme le dit Merwan, on a maintenant quelque chose de frémissant. On voit que l'Algérie commence à se mettre en ordre de marche. Le tigre se réveille après avoir eu des années, pour des raisons que tout le monde connaît, difficiles. Et on voit que l'Algérie se met en œuvre de marche. Et vous voyez en haut à droite, donc sur la catégorie santé et sport, on a assez peu d'entreprises, par contre, de start-up qui se sont mis en œuvre de marche. Alors, cette slide, cette infographie date de la fin de l'année 2019 et vous allez voir que les choses ont beaucoup changé d'ici là. Enfin, on voit que l'Algérie commence à disposer dans différents secteurs aujourd'hui d'une masse critique de start-up et elle doit continuer parce qu'il n'y a pas encore suffisamment de hubs,
d'endroits, d'incubateurs, d'accélérateurs pour accompagner la croissance de ces entreprises, sans parler des outils de financement, mais les choses avancent. Alors, c'est lentement, mais j'espère sûrement. On dézoome, on quitte l'Algérie pour aller maintenant au niveau de la région Afrique du Nord, donc toujours fourni par Brighter Bridges. Vous pouvez aller pour récupérer ces maps si vous avez envie de les récupérer pour vos propres présentations. Elles sont disponibles gratuitement. Vous voyez qu'au niveau de l'Afrique du Nord, de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, on a des grands champions que sont les Émirats arabes unis en bas, l'Égypte, vraiment avec de très grosses contingents, mais on a nos voisins, les Tunisiens, remarquables, avec un grand nombre, si on rapporte à la population, c'est vraiment fabuleux. Et il y a mon ami Hanan, qui est une grande chercheuse du Luxembourg Institute of Health, là parmi nous présente aujourd'hui, que je salue, qui est tunisienne. Et le Maroc aussi, qui ma foi, s'est mis en ordre de marche. Et l'Algérie, aujourd'hui, est dans une position qui ne lui ressemble pas, et il faut vraiment qu'elle rattrape son retard, compte tenu du PNB, compte tenu des éléments dont je viens de vous donner, c'est-à-dire qu'elle a une bonne santé, elle a des médecins, elle a des produits, et donc l'Algérie devrait être à un niveau qui est largement supérieur à celui qu'on peut retrouver sur ce type de carte, et rejoindre des pays comme le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Kenya, l'Égypte et ses voisins. Alors, tout n'est pas perdu, hein, évidemment. On a des déterminants positifs. Mais alors, la e-santé, elle va servir à quoi en Algérie, d'accord? Eh bien, la e-santé, en tout cas les femmes qui vont s'emparer de ce sujet dans le cadre de ce hackathon, ou qui ont déjà commencé, elle peut aider à relever des défis majeurs auxquels les pays européens, africains, mais d'Amérique du Nord et d'Asie font face. On a un vieillissement de la population algérienne, alors moins critique qu'en Europe, mais c'est aujourd'hui l'apparition, ça s'accompagne de l'apparition de maladies qu'on n'avait pas avant, de nouvelles disciplines, la gériatrie pour accompagner ces populations, mais aussi d'une diminution de la qualité de vie, le plus souvent, hélas, dans le vieillissement de la population. Donc, il y a là des directions intéressantes pour celles qui veulent se lancer. On a, fort heureusement ou malheureusement, ce qu'on appelle une chronicisation des maladies, c'est-à-dire qu'on vit de plus en plus longtemps avec des cancers, on vit de plus longtemps avec des maladies rares, on vit de plus en plus longtemps avec des maladies cardiovasculaires, par exemple, qui représentent un contingent important des maladies, parce qu'on a ces médicaments. Pourtant, ça ne veut pas dire que parce qu'on vit un peu plus longtemps, qu'on vit mieux. Et donc, on a ce qu'on appelle une chronicisation des maladies, c'est-à-dire qu'on a des malades qui vont vivre de plus en plus longtemps, mais avec une qualité de vie qui n'est pas forcément la meilleure. Et la e-santé peut encore être là, un outil au service des malades et des professionnels de santé. Et puis, on a aussi, hélas, et l'Algérie en subit également les répercussions, une pression environnementale qui est forte, liée à la globalisation, liée au changement climatique, liée au développement urbain des populations, et qui expose la population algérienne à des déterminants, par exemple de pollution, qui ont des répercussions sur la santé. Et là encore, la e-santé peut, en complément évidemment de la santé classique, amener des solutions. Alors, j'ai juste rappelé ici donc, ce qu'est la santé. Donc la santé, c'est des belles définitions de l'OMS. C'est un état complet de bien-être physique, mental et social, mais qui ne consiste pas en une absence de maladie ou d'infirmité. D'accord ? Donc ça, c'est la définition de la santé. Maintenant, si on regarde la définition de la e-santé, donc je vous ai donné au sens de l'OMS et au sens de la Commission européenne. Et ça, c'est intéressant parce que l'OMS, en droite ligne avec sa définition de la santé, donc dans la définition de la e-santé, pour elle, ce sont les services numériques au service du bien-être de la personne. C'est-à-dire que ça englobe le côté médical et on est sur la personne. D'accord ? Et puis, plus spécifiquement, donc,
comme c'est écrit, l'utilisation des outils de production, de transmission, de gestion et de partage d'informations numérisées au bénéfice des pratiques médicales et médico-sociales. Donc, ça veut dire qu'on inclut un grand nombre de professionnels de santé. On a ici le docteur Rahali qui est psychologue, et donc c'est tout ce monde aussi du secteur médico-social qui est inclus dans la e-santé. La Commission européenne, elle, est peut-être un organisme un peu plus froid, j'ai envie de dire technocratique que l'OMS, et ça se ressent, puisque pour elle, la e-santé, c'est l'application des technologies de l'information et des communications. Et vous voyez qu'il n'y a pas le mot personne, il n'y a pas de référence à l'humain dans cette définition assez froide, qui est juste, d'accord, mais qui s'attache plus à la technologie. Alors, peut-être un peu pour résumer cette slide, sur laquelle j'étais un peu long, moi, je la résume en la médecine est aux patients ce que la e-santé est à la personne. C'est-à-dire que la e-santé va nous permettre d'aller dans des territoires qui comprennent la vie de la personne, la vie du malade, et lui apporter des éléments sur la qualité de vie. Et ces éléments-là, les rapporter également, évidemment, aux médecins ou aux autres soignants dans une nouvelle relation, donc du soignant au soigné, pour aller dans une bonne direction. Alors, Mohamed Adem, il te reste encore 3 minutes. J'y vais, j'y suis. Donc, les thèmes de… Oui. C'est très intéressant, donc laisse-le. Non, mais je ne dis pas le contraire. Il faut que je pense aux autres aussi. Bon, c'est vrai. C'est vrai. Vas-y, j'en prie. En général, je suis in time. Donc, ça, ce sont les thèmes pour celles qui vont s'engager et donc, qui ont été définis dans le cadre des projets de e-santé. Donc, ils sont sur le site du challenge. Alors, les prédispositions pour aller dans la e-santé, c'est d'avoir de la bienveillance pour les personnes, de l'empathie, faire preuve de patience, d'observation, aller regarder aujourd'hui où sont les problèmes que rencontrent les individus et faire preuve de pragmatisme. Et toutes ces qualités-là, les femmes en sont pourvues, j'ai presque envie de dire pourvues presque plus que les hommes, et c'est ce qui fait d'elles des championnes à venir de la e-santé. Alors, on a parlé tout de suite Abdelaziz a cité donc Fatouma Kassem, donc là, il y a une petite erreur là, ce n'est pas de faire femme, mais c'est le SAIDAL, excusez-moi pour cette slide. Donc, à citer donc, Fatouma Kassem, qui est la directrice générale de SAIDAL, mais vous avez Nawel Baba Ahmed, qui est la directrice de Pierre Fabre, et on a déjà des pionnières, d'accord, qui sont dans la e-santé, et j'espère que celles qui sont parmi nous les rejoindront prochainement. Alors, vous avez vu que ces slides que j'ai présentés tout à l'heure, enfin ces infographies, en fait, elles datent déjà, les choses vont très vite. Moi, j'ai recensé aujourd'hui 19 startups ou initiatives algériennes en e-santé. Elles sont beaucoup dans les rendez-vous médicaux parce qu'il faut le dire, les barrières à l'entrée sont assez faibles par rapport à la constitution. C'est souvent très technologique, ça ne nécessite pas nécessairement de rencontrer les gens, mais on a des startups qui s'intéressent donc à la santé mentale aujourd'hui avec Nafsiatech, le soin à domicile, la formation des étudiants, des professionnels de santé, le dispositif médical. Voilà, donc pour finir, on a dans la santé et la e-santé des grandes entreprises qui sont capables d'accompagner celles qui vont se lancer dedans, et évidemment ceux qui y sont déjà, et à commencer par moi, je serais ravi d'accompagner celles qui se lanceront dans ce challenge et de leur faire bénéficier du réseau pour qu'elles puissent réussir. Voilà, merci et ça. Merci beaucoup Mohamed Adem pour cette excellente présentation qui a le mérite d'être dans le cœur de notre thématique d'aujourd'hui. Alors moi, j'ai 2 petites questions, mais rapides à te poser avant que nous laissions le cœur de notre thématique d'aujourd'hui. Alors moi, j'ai 2 petites questions, mais rapides à te poser avant que nous laissions le docteur Rahali se présenter. Ma première question, elle est simple. Je sais que tu es Council Advisor dans plusieurs startups. J'aimerais que tu me fasses un petit retour sur ton expérience. Est-ce que tu as eu justement le cas où tu as accompagné des femmes porteuses de projets dans la e-santé? Ça, c'est ma première petite question. Et deuxième question, et j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, soit dit en passant, ta slide sur la bienveillance, les qualités que tu as avancées. Et j'ai fait j'ai participé à l'écriture d'une conférence sur le leadership féminin. C'est exactement ça. Hein. Ils sont bienveillants, ils sont intuitifs, ils sont pragmatiques. Et donc, le champ des possibles pour eux est très large.
Deuxième petite question, quel conseil justement tu donnerais à ces femmes porteuses de projets, étudiantes, chercheuses, etc., justement pour pouvoir rentrer dans cet écosystème de la e-santé, notamment par les startups? Merci, Mohamed Edem. Alors, très rapidement, donc la première question, oui, bien sûr, c'est un plaisir de travailler avec des jeunes femmes, surtout quand elles sont brillantes et elles sont nombreuses. Et je peux citer par exemple, l'année dernière, j'ai organisé avec mon ami Younes, qui organise donc Officine Expo au Maroc, donc le premier village de l'innovation dans le cadre d'Officine Expo, qui est le premier congrès maghrébin de la pharmacie d'officine en Afrique francophone. Et j'avais invité des startups dans le cadre de ce premier congrès, et on a eu des startups françaises, marocaines, tunisiennes et algériennes, et certaines étaient portées par des femmes localement. Maria Sadak sur une startup dans la dermatologie, Dabadoc, Zineb Keitoun Idrissi, qui est une startup de rendez-vous médical, Ismaël Adouzi, qui est une amie qui est dans les HR, dans les ressources humaines. Donc, il y avait un certain nombre de jeunes femmes et régulièrement, beaucoup me contactent pour essayer de les accompagner dans leur projet. Donc, ça, c'est oui, et c'est un plaisir, et je continuerai à le faire parce que c'est une mission. La deuxième question, donc autour du conseil, le premier, c'est déjà de s'inscrire au challenge. Donc ça, puisque c'est l'objet même de notre webinaire aujourd'hui. Mais au-delà de ça, c'est d'être, comme les femmes savent le faire, pas dans une démarche de compétition, mais dans une démarche de coopétition, de s'associer, de regarder ce qu'on fait ensemble, etc. Je viens de citer différents domaines dans lesquels elles pourraient travailler ensemble, et au lieu de se jeter tous comme un seul homme ou comme une seule femme dans les rendez-vous médicaux, plutôt d'essayer d'identifier les besoins non pourvus, tant en Algérie qu'en Afrique, parce que c'est pour nous, l'Afrique, un continent de croissance extraordinaire. Regardez le Nord, c'est une chose très importante, mais il y a des besoins colossaux en Afrique qui sont financés aussi par les plus grandes organisations internationales. Donc, il y a de l'argent, il y a des besoins, donc il faut se lancer et nous contacter. Voilà le conseil. Merci beaucoup, Mohamed Edem. Je réitère vraiment une excellente présentation que j'avais vue de prime abord et que je vais garder puisqu'elle est vraiment motif d'espérance. Merci. Je vais juste corriger le nom pour Fatouma Hassan parce que je risque de me faire tirer les oreilles. Mais merci beaucoup. En tout cas, tu nous donnes une très bonne transition. Tu nous donnes une bonne transition puisque je vais demander au docteur Rahali Adjelila, président de Nafsiatech, de nous parler justement de la naissance de la e-santé mentale, cette fois-ci, un thème qui m'est très cher, puisque là, en pleine pandémie, et vous le savez tous, des questions de psychologie, voire de psychiatrie se posent. Et c'est vrai qu'elle est l'une des précurseurs, justement, sur cette question-là. Et donc, je l'invite, bien entendu, à faire sa présentation que nous allons écouter avec attention. Alors, merci beaucoup pour m'avoir donné la parole. Alors, oui, je commencerai par d'abord ta question ou bien ta vision. La naissance de la e-santé mentale en Algérie, je vous le dis de manière très explicite, n'a pas été facile. Parce que là, quand j'ai commencé à travailler dessus, donc c'était en 99. Là, où les Américains avaient commencé en 95. Alors, imaginez qu'on avait encore un débit très faible, on se connectait par le 1515, le fameux numéro qui a été c'est-à-dire offert aux étudiants surtout pour entrer, c'est-à-dire sur le cyberespace. Donc, et c'était très, très difficile en ce temps-là de convaincre mes propres professeurs que le psychologue peut être aussi sur Internet, qu'il peut faire des consultations sur Internet, qu'il peut même aller vers la psychothérapie sur Internet. C'était très difficile. Beaucoup de professeurs n'ont pas voulu prendre au sérieux ce que je disais. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas d'abord la webcam, donc en 99, ce n'était pas encore généralisé. Et aussi, on ne se basait que sur
les emails et les chats, etc. Donc, c'était encore difficile de cerner les éléments nécessaires pour faire une consultation et être surtout, rester dans le scientifique. Donc donc à ce moment-là, j'avais conçu le premier site web dédié à la psychologie, donc en 99, lancé en 2000, là où j'ai commencé à faire de la consultation. Donc, consultation par rapport à des Algériens, mais pas que. Donc, même les étrangers, quand ils voyaient qu'il y a un site web que j'ai d'ailleurs appelé Nafsiyat et qui est justement l'origine de Nafsiyatek, donc c'était vraiment c'est-à-dire une manière, une stratégie de mener à bien la e-santé d'un simple site web à une clinique psychologique Nafsiyati. Je suis restée toujours dans le même contexte. Et puis, c'était l'arrivée après de Nafsiyatek, qui est une start-up. Donc, pour revenir un petit peu à la naissance de la e-santé mentale, donc, elle s'est faite d'abord dans l'inconnu. On ne savait pas comment, c'est-à-dire gérer des cas, etc. Donc, à fur et à mesure, avec le temps, on a appris. C'est vrai qu'on pouvait faire des erreurs, qu'on a fait des erreurs, c'est normal, parce que quand c'est nouveau, c'est toujours comme ça, on tâtonne. Mais à un moment donné, en 2004, il y a eu la naissance de la cyberpsychologie proprement dite, c'est-à-dire qui a été développée par le professeur John Suller, qui est aussi un Américain. Et c'est là où il y a eu quand même les plus grandes lignes et puis les directives qu'on pouvait avoir pour mener à bien une consultation et une thérapie. Donc, c'est-à-dire quand à mes statuts professionnels, parce que et ça m'a aidé en quelque sorte, parce que une fois ayant ma psychologie générale qui a englobé la psychologie du travail et la psychopédagogie, donc je suis allée vers un doctorat en psychologie clinique et toujours je suis restée dans le contexte technologique. Donc passionnée par la technologie, eh ben, j'avais une vision, une stratégie pour aller avancer dans ce domaine, même si mes confrères et consoeurs sont restés loin derrière. Et ce n'est qu'avec la pandémie que les choses ont accéléré et qu'on a reconnu un petit peu l'importance du psychologue sur Internet pour aider les gens à surmonter la pandémie, surtout la pandémie mentale, parce qu'il y a une pandémie mentale. Donc, là, on est dans une nouvelle ère. On y va par des pas un petit peu, je pourrais dire, on est dans l'inconnu, on ne sait pas faire. Je parle des psychologues qui ont choisi de travailler dans le cyberespace. Donc, de ce côté-là, ce que j'ai voulu apporter à ces psychologues est de faire des formations en ligne, bénévoles, gratuites, juste pour les mettre sur les rails. Parce que un psychologue sur Internet peut aussi faire beaucoup de mal que de bien s'il ne sait pas utiliser les spécificités de l'intervention sur Internet. Donc voilà, donc j'ai lancé une initiative nationale et là qui englobe maintenant 115 psychologues dans 37 wilayas et que j'ai formé et que je formerai encore parce que on n'est qu'à notre début et c'est là le passage à grande échelle pour les psychologues. Donc, en Algérie, la santé mentale, j'essaye un petit peu de voir d'autres collègues qui ont travaillé sur ça, mais j'ai vu que c'était plus dans les années 2000, dans les années
même 2010, etc. Donc, il y avait surtout le travail sur les jeux électroniques, l'addiction, etc. Donc, mais aller vers une thérapie proprement dite, ça n'a pas été fait jusqu'à ce que modestement, je le fais en 2006 en créant la clinique, la première clinique psychologique numérique. Voilà. Alors, excuse-moi, docteur. Donc, il y a aussi, donc, je disais tout à l'heure, oui. Oui. Oui, juste, alors c'est très intéressant je t'écoute. dire, et j'aimerais vraiment que tu reviennes sur ton parcours, quand même qui est professionnel, j'entends, qui est inédit, Oui. et j'aimerais vraiment que tu insistes justement sur ce parcours avant que tu sois psychologue. Ça, c'est la première chose, c'est parce qu'on s'adresse quand même à des femmes qui peuvent s'inspirer tout simplement de ce que tu as mis en place. Et la deuxième chose, ça c'est très important, peu de gens le savent, mais tu es la seule cyberpsychologue en Algérie, voire même, je dirais, dans le monde, vous n'êtes pas beaucoup. J'aimerais vraiment que tu insistes là-dessus, puisque ce n'est une discipline qui n'est pas encore reconnue en Algérie, et j'aimerais vraiment que tu t'appesantisses sur cette question. Alors, pour vous dire, c'est vrai que je suis la première en Algérie, la première cyberpsychologue en Algérie, mais pas que, même au Maghreb, en Afrique et dans le monde arabe. Parce que j'ai un petit peu été pionnière dans ce domaine. Toujours passionnée par que j'ai touché à plusieurs domaines. Donc, la psychologie clinique, la psychologie du travail, et puis aussi la psychopédagogie, la cyberpsychologie cybersécuritaire. Donc, là, je suis allée même vers le forensic, donc tout ce qui est comportement des cybercriminels, etc., profiling. Donc, et puis, par succession, donc après ma licence, j'ai eu le magistère et en même temps, je travaillais à Sonelgaz comme sélectionneur et évaluatrice. Donc, j'ai fait du profiling pendant 17 années, mais en parallèle, je n'ai pas quitté mon domaine de consultation par Internet et de thérapie par Internet. Donc, on ne pouvait pas le faire de manière légale et légitime parce que même actuellement, il n'y a pas le statut de cyberpsychologue ni en Algérie ni au Maghreb. Donc, le seul pays arabe qui a avancé dans ce contexte, c'est bien la Saoudite. Donc, la Saoudite a même créé, c'est-à-dire a ouvert une spécialité qui est la cyberpsychologie. Je dirais aussi que même plusieurs pays occidentaux n'ont pas cette discipline encore. Donc, les précurseurs de ces pays sont les États-Unis, le Canada, avec le laboratoire du docteur Bouchard, l'Irlande, avec l'émancipation et le travail colossal du professeur Mary Aiken, d'ailleurs que je salue, j'aurais aimé qu'elle soit là parce qu'elle est une cyberpsychologue qui se distingue par rapport aux autres, justement parce qu'elle est transdisciplinaire. Donc, et il y a l'université, c'est-à-dire de l'Angleterre, d'Angleterre, etc. Donc, il y a juste quelques universités qui ont reconnu la spécialité en cyberpsychologie. Et je le crie depuis des années que l'Algérie, normalement, doit penser à cette discipline et l'inclure dans le cursus universitaire pour pouvoir justement d'abord s'en sortir par rapport à la pandémie et l'impact psychologique dévastateur de la pandémie sur la santé mentale. Et je vous dis une chose, c'est que le problème, c'est que la pandémie mentale est sous-jacente, elle n'apparaît pas. Ce n'est pas comme quand on a des personnes contaminées, vous les ramenez faire un PCR, c'est bon.
Mais pour la santé mentale, c'est sous-jacent et parfois, il y a l'explosion après plusieurs années. D'ailleurs, il y a une souffrance derrière, surtout par rapport aux personnes vulnérables, d'accord, donc qui sont déjà dépressifs, qui ont des phobies, etc. Donc là, je vois qu'il y a vraiment un travail colossal à faire. Donc après avoir été, c'est-à-dire après avoir terminé mes 17 ans à Sonelgaz, donc j'ai été appelée à occuper un poste clé de haut cadre, donc là où j'ai fait de la psychologie du tourisme. Donc, imaginez de la clinique à la psychologie du travail, puis après la psychologie du tourisme, ben, ça m'a aussi donné une expérience extraordinaire parce que j'étais chargée de la e-communication au cabinet du ministre du Tourisme. Et là, ce travail sur la e-communication m'a permis justement d'être en contact avec de grandes instances et aussi de profiler, d'évaluer les cybercomportements dans ce secteur, mais pas que, pas seulement ça. Donc, après, j'ai choisi d'aller vers la psychopédagogie parce que justement, depuis des années, j'ai eu c'est-à-dire l'idée de développer et de lancer des projets numériques dans les écoles privées. Parce que quand je dis écoles privées, parce qu'elles sont là, elles sont plus c'est-à-dire preneuses. Et là, donc, Inch'Allah, j'ai quelques petits projets dans un établissement scolaire privé, là où j'ai commencé avec une plateforme de gestion de l'école avec e-learning. Et je remercie justement Monsieur Moussa Hadbi qui a fait le développement de cette plateforme from scratch. Donc, ce n'est pas une template. Donc, et là, à partir du moment où il y a eu la pandémie, on n'a pas eu de problème à migrer vers le e-learning. Donc, alors, psychopédagogie, et j'introduirai, à chaque fois je le dis, c'est dans le projet d'introduire le codage chez nos enfants, depuis le primaire. Ce n'est pas seulement, c'est-à-dire au lycée, mais depuis le primaire, on leur apprendra à coder. D'ailleurs, on leur a appris à se protéger sur Internet et protéger leurs parents. Pourquoi je dis protéger leurs parents? Parce que, c'est-à-dire, à chaque fois qu'ils ont un cours, c'est-à-dire à l'école, eh ben, ils vont aussi transmettre l'information à leurs parents. Alors, donc, actuellement, je suis dans ce stade de projet avec l'établissement scolaire, mais aussi je gère et j'ai créé la start-up Nafsiatech qui a été dernièrement labellisée. Donc, et nous avons aussi, c'est-à-dire des produits et nous réfléchissons aussi pour d'autres produits, justement pour aider la population à sortir de la pandémie. D'abord ça et après autre chose. Justement, Dr Rahali, j'aimerais vraiment que vous insistiez sur comment vous est venue cette idée de start-up, Nafsiatech, ce projet, et puis surtout, et ça c'est le plus important, est-ce que vous avez des produits sur le marché qui ont été identifiés et qui sont prêts à être exploités? Ça aussi, c'est un beau, je dirais, message qu'on peut envoyer à nos compatriotes féminines pour pouvoir leur donner des idées, quelques pistes de propositions. Alors, vous savez, comme j'ai dit tout à l'heure, créer Nafsiatech, c'est une finalité. Ça n'a pas été, c'est-à-dire pensé, c'est-à-dire dernièrement avec la pandémie, non. Mais il y a eu, c'est-à-dire derrière, tout un background, toute une histoire. Là où j'ai commencé par la conception d'un site Nafsiat, donc qui est de l'origine de Nafsiatech, puis c'était la clinique numérique Nafsiati, puis actuellement c'est Nafsiatech
avec, c'est-à-dire la conception de solutions technologiques dans la santé mentale, mais pas que. D'accord? Donc, on peut toucher la la psychopédagogie, on peut faire beaucoup de choses, c'est-à-dire dans le contexte de la start-up. Donc, et puis par rapport aux produits, j'ai cité le premier produit qui est Madaris Iqra, donc, ou bien Madaris. Donc, c'est un produit de gestion d'écoles privées qui est construit from scratch, donc du zéro. Donc, ce n'est pas une template. Et puis, nous avons aussi développé une application qu'on a appelée Coronaphobia Psytest. Donc, c'est une application unique au monde et puis c'est une multisolution scientifique disruptive trilingue, donc qui est en arabe, et scientifiquement l'impact psychologique de la pandémie Covid-19 et du confinement, ainsi que les fake news sur la santé mentale de la population adulte mondiale. Ce n'est pas seulement pour les Algériens, mais c'est pour tous les adultes du monde. Donc, cette application comprend les facteurs de risque de l'OMS. Elle fournit des conseils psychologiques pratiques en fonction des scores de chaque utilisateur. Elle fournit aussi une assistance psychologique gratuite, donc un e-service 24/7. Et là, on a 115 psychologues derrière nous, cliniciens, bénévoles, qui ont accepté de faire le travail et je les remercie. Donc, l'application aussi permet aux professionnels de la mentale à évaluer leurs patients, surtout ça fait très, c'est-à-dire demander que le psychologue ou bien n'importe quel médecin fasse son travail, c'est-à-dire à distance. Donc, aussi, elle évalue, cette application évalue 6 troubles mentaux. Donc, j'ai vu qu'il y avait des tests psychologiques qui ont émergé un petit peu partout dans le monde, qui avaient entre 6 et 10 questions. Là, je dis que l'application, avec sa facilité, avec la convivialité qu'elle présente et ergonomiquement parlant, elle est facile à manipuler. Donc, elle évalue 6 troubles mentaux, la dépression, l'anxiété de la mort, l'anxiété généralisée, les troubles compulsifs, les troubles obsessionnels et la coronachondrie, qui est une psychopathologie, c'est-à-dire toute nouvelle. Donc, j'ai appelé l'application Coronaphobia Psytest. La coronaphobie, par rapport à moi-même, parce que je suis en train de travailler dessus, n'est pas seulement un symptôme, c'est un symptôme et qui englobe justement ces 6 troubles, en plus de l'autre trouble que je viens de par rapport aux personnes transafricaines, etc. Donc, cette application, elle peut aider aussi des entreprises, des institutions publiques et même les instances sécuritaires à évaluer la santé mentale de la population et aussi la vulnérabilité de cette population au cybercrime. Donc, tout ce qui est cyberrisque par région, par sexe, par métier. Et donc, de faire, quand on évalue, quand on sait, c'est-à-dire on connaît la population, c'est normal qu'on fasse des activités ou des actions plutôt ciblées vers les populations vulnérables. Donc, l'importance de l'application est que, c'est-à-dire qu'elle est une multisolution, d'abord, et puis qu'elle respecte, et surtout ça, qu'elle respecte l'identité numérique, donc pas d'identification, pas de géolocalisation, pas de suivi de traquage, et elle est construite sur la base de l'approche éthique et security by design. Donc ça, par rapport aux données santé, on n'aura pas de problème pour le GRPD, pour la loi IPA, etc.
Donc, on n'identifie pas la personne, ni nom, ni prénom, ni email, ni adresse, rien du tout. Donc, on a des datas qualifiées qu'on peut analyser et que toute entreprise peut analyser, surtout si elle utilise l'application en interne. Donc, elle pourra voir, c'est-à-dire quelle population en interne est vulnérable, et aussi voir aussi la vulnérabilité à la cybercriminalité, donc tout ce qui est cyber-risque. Donc, c'est ça qui fait que le fait que j'ai un parcours un petit peu inédit, donc, m'a permis d'avoir cette vision globale. Et alhamdoulilah, cette application a été c'est-à-dire félicitée, et puis a eu le premier prix national au Hack Algérie 2020, donc de la lutte contre le Covid-19, et aussi a été classée parmi les 10 meilleurs projets en Afrique au Challenge App Africa 2020. Donc, et surtout justement contre les épidémies, sachant que la coronaphobie est aussi une épidémie ou une pandémie mentale. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je pense que j'ai été un petit peu… Non. C'était passionnant, c'était complet. Merci beaucoup, Dr. Rahali. Tout ce qu'on peut retenir, et c'est énorme, c'est que c'est une application multifonctionnelle, anonymisée, donc sécure, et surtout fondée sur l'éthique. Parce qu'on peut parler pendant des heures d'e-santé. N'oubliez pas, et l'Algérie a été sur ça beaucoup précurseur, sur cette question d'éthique, hein, c'est-à-dire le respect de la vie privée de nos concitoyens. En tout cas, merci, Dr. Rahali. Je loue votre parcours atypique, et surtout, hein, je le redis, puisque j'ai eu le bonheur d'être membre du jury, mais en tout état de cause, voilà, félicitations encore pour ces nombreux prix que vous avez eus, et voilà ce que c'est que l'exemple de l'entrepreneuriat au féminin, comme le disait notre cher docteur Adam Salamia. Et vous me donnez une bonne transition, puisque là, on est en plein dans la e-santé, et je vais donc demander au docteur Moustapha Nabil de nous parler de son dispositif numérique, e-santé au sens propre du terme, puisque hein, c'est ni plus ni moins Etapib des aides. S'il avait la gentillesse de nous parler d'abord de la genèse, hein, ça serait intéressant de parler de la genèse de son concept, et puis maintenant de son application, comment il est arrivé justement à finaliser, et surtout, et ça c'est ce qui est le plus important, qu'est-ce qu'elle en est aujourd'hui, quelles sont les applications concrètes, et enfin, je demanderai à Nabil de nous dire quelles sont les perspectives, bien entendu, de son application. Je vous en prie, docteur. Merci beaucoup, M. Jedal. Merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité. Je remercie l'ensemble des présents dans ce magnifique panel d'un niveau très, très élevé. Et on ne peut se réjouir de notre présence avec vous. Bon, j'allais dire pour me présenter que bon, je suis Moustapha Nabil, je suis médecin praticien, j'exerce dans un cabinet privé à Alger. Et j'ai eu aussi un parcours inédit, un parcours un petit peu atypique, mais je pense que Dr. Rahali a tout dit. Elle nous a volé la vedette, parce que notre parcours n'est pas aussi inédit que son parcours. Vraiment, elle a eu un parcours extrêmement riche et extrêmement, vraiment, bravo pour ce parcours. En fait, moi, donc mon parcours a commencé quand j'ai découvert dans les années 80 comment est-ce qu'on pourrait agencer plusieurs diodes pour faire un calcul. Et c'est là que tout a généré dans ma tête. C'est-à-dire que j'étais fasciné par le fait que des machines pouvaient calculer. J'étais vraiment fasciné par ça. Et puis après, bon, j'étais dans mon jeune âge, c'était l'école, je pense, moyenne. Et après, bon, j'ai suivi mes études. J'ai eu un cursus médical, un cursus donc de médecin. J'ai fait mes études. Et puis, j'ai choisi très tôt le chemin de l'entrepreneuriat parce que j'ai choisi d'ouvrir mon cabinet médical sans passer par les cursus universitaires. Je me voyais dans la liberté, je me voyais dans tout ce qui est libéral. Et avec ça, j'ai mené une deuxième vie, un petit peu dans le dark side de ma vie. J'étais aussi développeur.
Je faisais ça comme passion, je le faisais dans mes temps libres. Et j'ai élevé, j'ai cultivé cet engouement mixte pour, d'un côté, les technologies, bien sûr, ce qui est ma passion, et de l'autre côté, pour ce qui est mon métier, qui est une autre passion, parce que, alhamdoulilah, on a eu l'occasion d'avoir des maîtres qui nous ont inculqué l'amour de la médecine durant notre parcours, et ce qui fait que j'ai vu très tôt, du moins de mon côté, du moins dans ma génération, quel est l'intérêt que pouvaient apporter les technologies dans le secteur en quoi j'exerce. Si j'avais à me définir, je dirais que je suis médecin et je resterai médecin. Et les technologies, pour moi, sont un arc de Noé, si vous voulez, qui vont aider le système et le secteur de la santé en Algérie à arriver aux objectifs dessinés dans les politiques de santé nationale. Parce que il faut toujours mettre dans la tête que les technologies, que ce soit celles qui existent maintenant ou celles qui vont exister demain, ne seront que des outils entre des humains. Et c'est l'usage des humains qui vont conditionner la réussite ou bien l'échec de ces tentatives-là. Donc, pour parler de projets que je mène et de la start-up que j'ai fondée en 2016, la start-up qui s'appelle Ibn Hamza. Et là, je fais un grand clin d'œil aux mathématiciens algériens, parce que les mathématiciens algériens connaissent bien Ibn Hamza al-Maghribi, qui est un grand mathématicien algérien de l'époque ottomane. De l'époque ottomane. D'ailleurs, on dit que les logarithmes népériens devraient être appelés Ibn Hamza, je ne sais quoi, l'essentiel, parce qu'il a fondé les préceptes principaux des logarithmes. Je dis bien les logarithmes, hein, non pas les algorithmes, les logarithmes. Et on a voulu, quand on a conçu et quand on a construit cette start-up, de lui rendre hommage, parce qu'il est un petit peu délaissé dans l'histoire, il n'est pas très bien connu, et c'est un mathématicien algérien, donc il mérite sa place dans l'environnement scientifique international. Donc, on a fondé cette start-up dans l'idée d'apporter ce que apportent les technologies, toute la puissance, toute la transparence, toute l'organisation qu'on peut avoir avec les technologies dans un secteur qui souffre de beaucoup de mal. Notre secteur de santé, nécessairement en Algérie, souffre de beaucoup de problèmes et la majeure partie de ces problèmes viennent justement, ils peuvent être résolus en partie au moins par l'usage de ces technologies. On a bâti Etabib, qui est une plateforme de santé qui s'adresse à trois grandes catégories. La première catégorie, la catégorie principale, prioritaire d'utilisateurs, c'est les professionnels de santé. Donc, ma mission initiale, c'était d'aider mes confrères, d'aider les gens qui sont de mon secteur à épouser ces technologies, à épouser cette nouvelle réalité qui s'installe. Parce que maintenant, comme vous le savez, l'usage des technologies n'est pas une option. C'est même édicté par la loi de santé algérienne. La loi de santé algérienne de 2018 donne le droit d'avoir un numérique, oblige les institutions de santé, qu'elles soient privées ou publiques, de numériser leur processus de gestion du fichier médical et de la gestion et du management de leur structure. Donc, ce n'est plus une option. C'est juste une question de temps pour que les choses soient appliquées dans le terrain. Donc, comment aider une tranche de la population algérienne qui a été formée dans un cul-de-sac? Nous, les médecins, nous sommes formés dans un cul-de-sac. C'est-à-dire, on est extrêmement spécialisés et on ne connaît rien à l'extérieur de notre spécialité. C'est-à-dire, on est vraiment dans notre métier, mais tout ce qui est en dehors de notre métier, on ne le connaît pas parce qu'on n'a pas eu le temps de le connaître. Et tout ce qui se fait en externe. C'est-à-dire que si je suis médecin et je veux faire du management, je dois encore faire d'autres formations qui ne sont pas initialement dans ma formation initiale, qui est déjà très lourde. Parce que, voilà, la médecine, elle est très lourde, le sujet est très lourd. Donc, voilà, comment
arriver à aider ces personnes-là, donc ce profil-là, à adopter quelque chose qui est de prime abord complexe, parce que les technologies de prime abord pour les gens qui ne sont pas initiés est plutôt complexe à aborder. Et puis, le gros problème, c'est qu'ils n'ont pas le temps de l'aborder. Les médecins ont autre chose à faire. Ils sont là pour soigner d'abord. Donc, si on surcharge leur quotidien par des tâches qui ne sont pas forcément les leurs, donc ça va diminuer leur adhésion à tout projet de digitalisation. Et c'est ça le défi, il est là. Le défi, c'est comment arriver c'est-à-dire à les intéresser, en leur offrant toutes les puissances que peut leur donner les technologies, sans pour autant, c'est-à-dire les détourner de leur mission initiale, qui est une mission de soins et de diagnostic. Donc, on a bâti Etabib, on a construit un système inédit qui est un petit peu, son équivalent, c'est un petit peu les systèmes, les plateformes comme Google Play et Android. C'est-à-dire, on a Android et on peut personnaliser Android avec des applications. Nous aussi, nous avons développé un outil de travail médical qu'on a appelé Tabib Workspace. Cet outil de travail médical permet aux professionnels de digitaliser le fichier médical, donc le dossier médical, les prescriptions, les rapports, tout ce qui est en rapport avec l'activité médicale. Et puis, on a construit aussi, on a mis en place un système, une plateforme où il y a un magasin d'applications qui abrite des applications dans différentes spécialités, dans différents besoins, pour que les professionnels peuvent personnaliser leur espace de travail médical en fonction de leurs besoins, en fonction de leur spécialité. Et c'est, je vais dire, c'est intelligent. Pourquoi? Parce qu'on ne pourra jamais satisfaire deux médecins qui sont dans la même spécialité, peut-être qui exercent dans le même cabinet ou bien dans le même service hospitalier avec le même outil. Il était plus intelligent de concevoir quelque chose de basique, un socle qui va abriter d'autres applications, d'autres fonctionnalités, d'autres modules sous forme modulaire. Donc, et chacun aura donc l'expérience utilisateur qui lui sied. Ça, c'était donc au démarrage de Etabib en 2016. Et puis, on a commencé à étoffer nos services. On a commencé petit à petit à faire basculer nos services dans le cloud, c'est-à-dire sur Internet. Pourquoi? Parce qu'on a compris rapidement qu'il n'était pas possible, dans une configuration, c'est-à-dire comme on l'avait développé au départ, de gérer et de manager tout le flux et toutes les demandes et toutes les updates qu'on pouvait et qu'on devait faire à nos clients. Donc, il fallait migrer dans le cloud pour donner à ces utilisateurs donc une facilité, c'est-à-dire une facilité d'usage d'un côté, une universalité, si je puis dire, de l'usage. Et puis, on est resté comme ça pendant 2 ans, et puis viennent donc la pandémie Covid-19, et là on a été vraiment boosté d'une façon extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, on militait avant sur l'intérêt et on voulait attirer l'attention de la première, c'est-à-dire de nos clients, des médecins, des professionnels de la santé, sur l'intérêt de la digitalisation. Quand la Covid est venue, donc un gros travail a été d'un coup, d'un revers de main, a été effacé parce que c'est tout le monde qui a connu, a su, a compris l'intérêt du digital, dans tous les domaines, mais surtout dans le domaine de la santé. Et donc, ça nous a permis de faire développer pas mal d'autres services. Donc, le premier, c'était la téléconsultation par appel vidéo en Algérie. On est les premiers à avoir développé ça en Algérie de manière fonctionnelle et complètement intégrée en Algérie. Donc, le développement a été fait ici avec mon équipe. L'hébergement ici en Algérie avec mon équipe. Et Dieu sait
qu'est-ce que c'était compliqué de le faire. C'était plus facile pour nous de le faire à l'étranger, mais nous le savons, en Algérie, il y a des lois à respecter, il y a des contraintes à respecter, et même si ces lois-là n'existent pas encore, on sait que le jour viendra où on devrait être comply avec ces lois. Donc, dès le départ, on a choisi le chemin le plus dur, mais on ne peut que s'en réjouir maintenant, c'est-à-dire que maintenant, alhamdoulilah ya Rabbi, on a une plateforme qui est complètement algérienne, qui est hébergée ici en Algérie. Justement, docteur Moustapha, combien vous avez de patients âgés et deux, précisément, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Ça nous intéresse. Aujourd'hui, vous avez combien d'utilisateurs, combien d'usagers? D'usagers, en fait, en fonction du segment, donc le grand public, on a eu, durant le Covid, quelque chose comme 20 000 sessions. Le premier trimestre, 20 000 sessions. Parce qu'on a lancé le service téléconsultation de manière gratuite, complètement gratuite, pendant 8 mois pour les citoyens, pour qu'ils comprennent un petit peu ce que c'est, qu'est-ce que ça peut leur donner. Au niveau des professionnels, on a maintenant quelque chose comme 10 000 utilisateurs sur la plateforme, dans différentes spécialités, dans différents corps de métier. Et voilà, donc pour ce qui est des contraintes, écoutez, on peut en discuter des jours et des jours pour les contraintes, mais je pense que ce n'est pas le message qu'on devrait donner aux gens. Les contraintes, il y en a et on aura toujours. La principale contrainte, c'est la contrainte infrastructurelle. On va dire ça comme ça, c'est-à-dire la connectivité, la disponibilité des hébergements, c'est-à-dire l'hébergement de données et surtout la réglementation. La réglementation en Algérie, elle est extrêmement floue, elle est extrêmement rudimentaire et la lourdeur administrative ne fait pas avancer les choses. C'est-à-dire depuis une année déjà qu'on sollicite les différents organismes avec l'appui de M. le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie du savoir, M. Yassine Ouadid, et malgré ça, les choses peinent encore à être clarifiées. Et on ne veut que travailler et exercer dans la légalité la plus absolue parce que notre secteur, c'est un secteur extrêmement sensible, c'est un secteur qui nécessite le soin le plus attentionné des pouvoirs publics. Mais malheureusement comme toutes les autres choses qui se font en Algérie, l'administration, la vitesse de l'administration ne suit pas la vitesse des startups. Voilà, donc les startups ont des chiffres de croissance 3, 4 à 5 chiffres, alors que l'administration algérienne, dans le meilleur des cas, c'est 1-2 chiffres maximum. Et ce décalage-là nuit aux startups, mais nuit surtout à l'économie nationale, à la société algérienne. Et voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup de contraintes. Je pense aussi au problème, maintenant, alhamdoulilah, c'est résolu, à la définition de start-up, parce que bien avant une année, le label vient de sortir. Entre-temps, on est la première start-up e-santé labellisée en Algérie. C'est-à-dire, avant cela, on ne faisait pas de différence entre une start-up et une entreprise. Donc, on était taxé comme une entreprise normale. Et pourtant, on avait participé à l'effort national contre la Covid. On a mis à disposition notre plateforme. Et Dieu sait que c'était difficile pour nous de maintenir le service 24/24 avec toutes les adaptations qu'il fallait faire. Donc, on avait développé initialement la version pour le web et puis on a développé les applications mobiles, des différentes mises à jour des applications mobiles parce qu'on a eu des problèmes et pas mal de choses. Et donc, c'était un petit peu difficile pour nous. Il a fait ça de manière complètement gracieuse. Et on ne demande pas d'être rémunéré pour ça. Ça, c'est notre pays. C'est, comme j'ai dit dans une intervention une fois dans la télé, c'est une barque. On est tous embarqués. C'est la barque coule. C'est tout le monde qui coule. Donc, on n'a pas le choix. Donc, il faut. Mais quand même, on s'attendait à plus de souplesse par rapport à l'administration dans l'attribution et la vitesse surtout. L'attribution des autorisations et l'attribution de choses comme ça. Voilà, donc après cela, on a développé d'autres services. On a développé pour nos clients, les professionnels de santé, un service de visioconférence. Notre principal concurrent, c'est Zoom, qui est à l'intérieur de notre plateforme. On a développé aussi, on vient de finaliser le contrat, on est le partenaire digital du plus grand salon du matériel médical en Algérie. D'ailleurs, on a hébergé la version virtuelle de ce salon. Ça s'est déroulé le mois d'avril.
Donc, on a réalisé un salon virtuel donc, où les gens peuvent visiter des stands virtuellement, discuter avec les gens en visioconférence, demander des rendez-vous et tout ça. Donc, on a aussi le service de rendez-vous en ligne. Bon, ça, c'est un petit peu classique. Et aussi, ça, c'est très important, on a développé, et c'est quelque chose d'inédit en Algérie, ce qu'on a appelé, nous, la Care Team. La Care Team, c'est quoi? C'est donner la possibilité à un citoyen de constituer une équipe de santé en ligne, de choisir les différents intervenants, donc son médecin principal, le médecin traitant, les différents médecins d'organes, les autres intervenants, donc par exemple l'officine, le pharmacien, les associations, le psychologue, tous les autres intervenants, dans une seule et même équipe avec qui il peut partager donc ces données médicales et recevoir les recommandations en temps réel. Et c'est très, très important. Et j'ai toujours raconté cette anecdote et je la raconte parce qu'elle illustre bien l'intérêt de cette évolution. J'ai eu à suivre une patiente qui avait pas mal de problèmes dans différentes spécialités. Et à chaque fois qu'elle prenait un médicament chez un spécialiste, le médicament lui causait des complications dans l'autre maladie qui est suivie par un autre spécialiste. Et la malade ne pouvait pas s'en sortir. À chaque fois, c'est soit son diabète qui est déréglé, elle est chez le diabétologue, il lui donne des médicaments, il va lui dérégler son problème cardiaque, et puis elle va chez le cardiologue, il va lui donner des médicaments qui vont lui dérégler son problème pneumologique, son asthme, et ainsi de suite. Et tout ça, pourquoi c'est arrivé? Quand j'ai fait l'analyse, c'est arrivé parce qu'il n'y a pas de communication entre différents intervenants. Et parfois, ce n'est pas facile, ce n'est pas de leur gré. Parfois, je vois le médecin ce jour-ci, je vois le deuxième médecin dans un mois. Et le médecin ne pouvait pas, il ne peut pas deviner qu'il y aura une action de santé dans un mois. Tandis que quand on aura tous les intervenants qui sont dans un même groupe, avec qui un médecin principal et responsable va établir ce qu'on appelle un parcours de soins, un parcours de santé, qui va établir et prioriser les différentes actions de santé, établies dans le temps, et puis déterminer les tâches, déterminer les échéances, et chaque médecin va s'occuper du travail qui lui est, c'est-à-dire alloué, et puis il va rendre compte du travail, et tout ça dans le même parcours de soins partagé sur Internet pour tout le monde, sur le territoire national. Ça ne peut qu'être fabuleux pour le malade. Ça ne peut qu'être fabuleux. On n'aura plus la patiente qui fait le tour des services d'Algérie avec le sachet des médicaments. On n'aura plus les actions en plus. Les actions qui se font de manière répétitive et de manière itérative. N'en parlons pas des dépenses faramineuses qui sont suivies. On dit que la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût quand même. Donc, il y a pas mal de choses que ces choses-là vont permettre aux citoyens d'avoir une meilleure condition et une meilleure qualité de soins, un meilleur suivi. Ça va permettre aux professionnels aussi d'avoir de meilleures conditions d'exercice. Ça va permettre une traçabilité de l'information, une organisation du soin, aussi une temps de travail, c'est très important. La ressource médicale est une ressource rare. Pour former un médecin, il faut 30 ans pour former un médecin. Et surtout en Algérie, on a le problème du nomadisme médical, on a le problème de l'émigration des cadres médicaux. Donc, on forme un médecin pendant 30 ans. Si pour des raisons d'organisation, il va se lasser du service, il va quitter le pays, c'est une grosse perte. Donc, avec ces technologies de l'optimisation des ressources, mais il n'y a pas que. Pour les structures publiques, on va leur apporter donc une meilleure gouvernance de système de santé, parce qu'ils auront les KPI nécessaires, donc les indicateurs de santé fiables, parce que les indicateurs qui viennent de ces technologies sont fiables. Donc, on aura des chiffres exacts, on aura des informations exactes, sur quoi on pourra bâtir des stratégies et bâtir des politiques de santé qui sont accoulées à la réalité et non pas extrapolées sur des choses qui n'existent pas dans le réel. Et tout ça, ça va permettre aussi de démocratiser le soin. C'est-à-dire que l'Algérien qui est au nord et l'Algérien qui est au sud auront le même accès aux soins. L'Algérie est un pays immense. C'est vrai, docteur oui. Moustapha. En tout cas, merci pour cette excellente présentation. Je suis même tellement gêné de vous interrompre parce que frustré par tout ce que vous venez de dire. Moi, je retiendrai trois choses. La première, vous avez raison.
L'Algérie, 2 380 000 km², n'échappe pas à la désertification médicale et vous faites, grâce à votre start-up, à ETFDZ, une mission de service public sans le dire. Ça, c'est important. Deuxième, n'oublions pas le dogme. Alors moi, je suis aussi pour le libéralisme, on est bien d'accord, mais il ne faut pas oublier aussi notre histoire algérienne, notre dogme, qui est la santé pour tous, l'accessibilité. Et ce que vous faites, et j'ai bien aimé votre innovation aussi, dans l'innovation, sa fameuse CARE Team, basée sur l'intelligence collective. Et ça, c'est vraiment essentiel. C'est que, je dirais, c'est dans l'ADN des startups. Une dernière petite question, docteur Moustapha, qui me taraude, et avant de laisser la parole au prochain conférencier, c'est qu'est-ce que vous donneriez comme conseil précis? Non, deux petites questions. Un, combien de collaborateurs vous avez aujourd'hui? Donc ça, c'est rapide, une réponse rapide. Et deux, quels sont les conseils que vous donneriez à nos compatriotes femmes donc pour justement réussir dans leur entreprise ou dans leur start-up, hein. Ce sont des questions pratico-pratiques. Si vous avez la gentillesse d'y répondre rapidement, et je donnerai la main après à notre prochain conférencier. Merci d'avance, docteur. Merci. Pour la première question, on est une équipe de 10 personnes, entre donc l'équipe de production, donc les développeurs, l'équipe d'exploitation et les conseillers et les experts. Pour votre deuxième question, s'il y a un conseil que je donnerai aux entrepreneurs, femmes ou même hommes, c'est que suivez votre instinct, n'essayez pas de faire des copies. Ça ne marchera pas comme ça. Il faut essayer. Il y a tellement de problèmes en Algérie que forcément, il y a une femme quelque part, même au foyer, qui a une idée pour le résoudre. N'essayez pas de faire des copies, ça ne marchera pas. Plus vous essayez d'innover, et plus vous allez croire en votre projet. Et plus que dans les temps les plus difficiles, vous allez tenir. Quand vous copiez des projets, quand il y aura des moments difficiles. Ça, c'est sûr. Et soyez sûr qu'il y aura des moments difficiles. Et là, vous allez douter. Donc, s'il y a un conseil, c'est qu'il y a plein de choses à faire. Il y a énormément de choses à faire. Prenez un créneau, le créneau que vous connaissez le mieux. Moi, je pouvais faire pas mal de choses, mais j'ai choisi la médecine parce que c'est un créneau que je connais. Et c'est un créneau, c'est mon quotidien. Donc, je vais apporter des solutions réelles et des solutions qui vont servir les gens. Ça, je pense que c'est le meilleur conseil que je pourrais donner aux entrepreneurs et aux entrepreneurs.